Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. C'est sur ITV, ici et ailleurs, où que vous soyez, paix sur vous. Je suis ravi de retrouver notre cher ami Fallou Mbacké Cissé, qui était déjà venu nous entretenir de cette question extrêmement importante pour l'avenir de l'Afrique et du Sénégal, à savoir la question de la refondation de la gouvernance. Je le remercie pour avoir accepté de revenir parce que tout le monde était resté sur sa faim parce qu'on avait bien commencé l'émission, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas suffisamment de temps pour approfondir la réflexion sur cette question de la refondation de la gouvernance en Afrique et particulièrement au Sénégal, comme je viens de le dire. Je rappelle que Fallou Mbacké Cissé est le directeur de l'Institut africain de la gouvernance. Il est aussi membre de la commission de la communication sur le Magal de Touba. Il est aussi membre du Front Mouride pour les sciences et l'action. Fallou Mbacké Cissé, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette structure-là, le Front Mouride, Al-Jabha Al-Mouridiyya, que certainement beaucoup de gens peut-être ne connaissent pas? Bonjour Imam et merci encore pour l'invitation. Je salue bien évidemment toutes celles et tous ceux qui nous suivent. Le Front du Mouridisme pour les sciences et l'action, c'est une organisation qui a été mise en place et dont le nom nous vient du khalife général des Mourides, Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké. Que Dieu le garde. Et donc c'est une organisation qui regroupe des intellectuels et des compétences mourides de façon générale, et dont l'ambition est de se mettre à la disposition du khalife général des Mourides et de la communauté de façon générale pour répondre à toutes les sollicitations donc, qui seront faites. C'est une très belle innovation et je vous souhaite plein succès. Merci. Avec les autres membres de cette structure. Et alors, Fallou Mbacké Cissé, cette question de la refondation, il faut qu'on la reprenne. Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose qui nous a échappé après les indépendances formelles. Il y a eu beaucoup de problèmes en Afrique après les indépendances. Il y a même eu des massacres, des tueries. Il y a eu beaucoup d'expériences de gouvernance. Il y a eu des coups d'État, n'est-ce pas? Il y a le modèle de l'État-nation. Et des intellectuels ont commencé à se poser des questions, non pas sur le pouvoir même en tant que tel, qui est, on peut dire, une question quelque part secondaire, mais sur le modèle même de gouvernance. Est-ce que nous n'avons pas fait du copier-coller? Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à faire sur d'autres modèles de gouvernance? Où en est votre réflexion intellectuelle sur cette question de la crise de la gouvernance et d'ailleurs, est-ce que cette crise de la gouvernance, elle est attestée scientifiquement? Est-ce qu'il y a des évidences par rapport à cela? Absolument. Je crois que la crise de la gouvernance est établie. Elle se traduit notamment par le fait que nous sommes un peu dans une sorte de cycle, dans une sorte de cycle vicieux. Depuis les indépendances. De cercle vicieux. De cercle vicieux, ouais, depuis les indépendances. Un cercle vicieux dans lequel nous avons beaucoup de mal dans nos pays à assurer la stabilité, la paix et la sécurité. Et cette situation fait qu'il est également difficile de produire du développement, donc de répondre aux aspirations matérielles et immatérielles des populations. Et quand on est dans une situation pareille, il faut interroger la gouvernance, parce que c'est ça qui met en cohérence ce que les populations ressentent, veulent, ce à quoi elles s'identifient, et le projet qu'on leur propose dans le cadre de l'État-nation. Or, comme nous l'avions dit, il y a un décalage, cela est évident. Alors, cette crise, elle est patente. Elle se manifeste par la violence que nous avons connue dans nos États, notamment les coups d'État, les guerres civiles, etc.,
et aujourd'hui encore par les difficiles relations qu'il y a entre les pouvoirs et les oppositions dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties. Ça, c'est une manifestation de la crise de la gouvernance. Une autre manifestation, c'est que depuis les indépendances, nous avons comme l'impression que le seul enjeu dans l'État, c'est le pouvoir. Et cela fait que le pouvoir donne lieu à des empoignades, à des conflits qui remettent en cause les quelques efforts qui ont pu être réalisés ça et là. Donc, parce que nous avons un système de démocratie aussi exogène que les modes de gouvernance. Il y a aussi même l'aspect même aussi de la crise entre l'État central et les communautés locales, que ce soit des communautés religieuses ou ethniques. Absolument, absolument. Parce que ça a été souvent très mal. J'ai souvent pensé qu'il y avait un problème justement de compétences même pour gérer ces problèmes de diversité ethnique et religieuse en Afrique. C'est ça. Parce que justement, nous avons beaucoup de mal, comme on dit, à articuler l'unité et la diversité. Nous pensons que la diversité, c'est une menace à l'État. Laisser la diversité s'exprimer, que c'est une menace à l'État. Or, ce n'est pas le cas. Il faut justement laisser toutes les diversités s'exprimer, mais dans le cadre de l'État, dans le cadre de l'unité, dans le cadre donc d'une nation digne et fière. Je pense que ça, c'est un élément fondamental. Mais disons globalement que le point nodal de cette crise de gouvernance, c'est aussi le fait que nous n'avons pas pu produire, à partir des institutions, à partir des règles, à partir des politiques, des projets, des programmes qui ont été conçus jusque-là, nous n'avons pas pu produire le développement. Le développement dans le sens où, simplement, il faut répondre aux besoins, aux aspirations des populations, sans aller dans toute la réflexion qu'il peut y avoir autour de cette notion. En tout cas, les populations ont des... Vous êtes un pragmatique. Voilà, vous voyez les populations. Voilà. On a des besoins, il faut qu'on puisse les répondre à travers donc, une action publique diligente, pertinente et efficace. Et je me dis peut-être que, est-ce que pour vous, intellectuels, scientifiques, est-ce que c'est étonnant justement qu'on n'ait pas pu produire ce développement-là? Est-ce qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'on produise le développement dans le cadre postcolonial avec le paradigme intellectuel dans lequel nous avons travaillé? Absolument. Ça ne surprend pas. Okay. Ça ne surprend pas parce que nous sommes tous convaincus maintenant que la crise de l'Afrique, c'est d'abord une crise de l'État. Or, c'est l'État postcolonial donc, qui est la nouveauté sur le continent, pas les sociétés et les légitimités traditionnelles, religieuses, etc. Qui sont là depuis et qui ont toujours fonctionné jusqu'à ce qu'un intrus vienne et nous dise tout cela, ça ne correspond pas à la civilisation, il faut oublier, etc. Donc la nouveauté, l'élément nouveau, le corps étranger, c'est l'État africain postcolonial. Donc pour vous, c'est comme une greffe qui n'a pas réussi, c'est comme aussi un État même qui a traumatisé les populations. Absolument. Donc c'était le sauve qui peut, personne ne se retrouve dans cet État et cet État a quand même des moyens d'exercer une certaine coercition sur les populations. Absolument. Je pense que c'est dans le prolongement du projet colonial. C'était de partir sans véritablement partir. En mettant en place, en laissant en place des hommes qui vont alimenter les institutions et les règles coloniales qui étaient là. Donc on les perpétue. Et c'est là où nous devons, je pense, à mon avis, faire un effort de réflexion pour chercher à changer les choses. D'accord. Mais alors, Fallou Mbacké Cissé, mais qu'est-ce qui a rendu possible cette prise de distance par rapport à ce paradigme? Qu'est-ce qui a fait, par exemple, qu'un Fallou Mbacké Cissé, qui est le produit de cette, on peut dire, école française coloniale, mais qui a ses traditions, etc., puisse avoir cette chance, entre guillemets, en tout cas, ce recul
pour se dire que nous devons questionner le modèle de l'État-nation colonial, nous devons revoir la question de la gouvernance. Oui, ça c'est une posture intellectuelle. C'est une posture intellectuelle. Est-ce que depuis que vous étiez étudiant, vous avez déjà ce questionnement-là, ou comment c'est arrivé Oui, je pense que, comme je dis, c'est une posture intellectuelle, c'est-à-dire c'est des choses qui arrivent surtout à partir du moment où on appartient à un cercle, à un milieu où on voit des choses différentes, des choses qui marchent, et on essaie de faire le lien avec ce qu'on vit ailleurs, et on se demande pourquoi on ne fait pas la relation entre ce qui se vit dans ce cercle-ci et ce qui se vit dans ce cercle-là, en se disant une symbiose, une synthèse pertinente pourrait convenir. Donc voilà, donc c'est une nouvelle façon de réfléchir, parce qu'il y a d'autres intellectuels qui justement, eux, ont continué à considérer qu'il fallait comprendre le modèle postcolonial et l'appliquer, mais il ne s'agissait pas pour eux de réfléchir à un modèle alternatif. Oui, c'est un peu le mal. C'est un peu le mal, parce que si on y prend garde, nous finirons par continuer de croire, je dois dire, parce qu'une frange importante le croit, nous continuerons de croire que tout ce qui a préexisté donc à l'État africain postcolonial est un danger pour cet État-là. Et ça, je pense que ça ne correspond pas à ce qu'il faut faire. Là, c'est tirer une balle à Cheikh Anta Diop avec tout le travail qu'il a fait pour ressusciter l'Afrique avant nos sociétés de façon générale, parce que des modèles de développement, des modes de gouvernance ont été éprouvés et bien éprouvés. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas d'y revenir, mais peut-être d'y recourir. Ça peut être inspirant. Mais justement, je cherchais le terme inspirant. Alors, parce que quelque part, ça peut être de la cosmétique, juste de se limiter à dire que la gouvernance actuelle, c'est du copier-coller, ça ne marche pas. Mais si on ne propose pas un modèle alternatif, ça peut être limite pour un intellectuel. Peut-être que quelqu'un, un leader d'opinion populiste peut le dire, mais un intellectuel rigoureux comme vous ne peut pas s'arrêter au constat en tant que tel. Donc là, je suis certain que vous êtes en train de réfléchir à un modèle alternatif. Et par rapport, pour vous, quelles sont les caractéristiques profondes, les plus importantes de ce qui pourrait être un modèle alternatif de gouvernance, et en plus de cela, et particulièrement, en quoi est-ce que l'œuvre de Serigne Touba, son expérience, peut nous inspirer, parce que nous sommes dans une émission qui s'appelle En prélude au Magal de Touba. Mais absolument. Je pense que, comme je disais, l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, comme sa vie, sont inspirantes à plus d'un titre. Nous savons tous qu'il avait une certaine répulsion pour les villes choses de ce bas monde, tout comme pour le pouvoir temporel. Pour autant, il avait une vision et une philosophie à la fois de la société dans sa globalité, mais aussi du pouvoir. Serigne Touba, c'était un pacifiste. C'est quelqu'un qui a œuvré pour une société égalitaire, juste. Et ça, on le perçoit dans ses pratiques, notamment dans l'organisation du travail au sein de la communauté. Serigne Touba, par cette organisation du travail, a essayé de remettre en cause l'organisation sociale, par exemple, des castes. Et les privilèges basés et les statuts basés sur la naissance, en commençant par lui-même. On se rappelle quand il a dit à ses enfants et neveux que, en réalité, ce que Dieu lui avait octroyé généreusement et abondamment, que eux, ils ne pouvaient en bénéficier que s'ils se conformaient aux prescriptions de la communauté et donc aux prescriptions de l'islam. Ça veut dire que ce n'est pas parce que vous êtes fils que vous avez droit aux bénéfices. Ce n'est pas par le sang. Ce n'est pas par le sang. Que vous devez, même si c'est un legs naturel, tout à fait. Mais c'est un levier qui doit vous permettre de marquer votre présence positivement dans la communauté musulmane par votre foi, par votre travail. C'est ce que je comprends. Absolument. C'est de leur dire, il faut que vous soyez des talibés comme tout le monde.
et c'est à ce prix que vous pourrez acquérir les bienfaits que j'octroie donc à tous les disciples. Donc il faut vous distinguer par votre soumission aux règles qui régissent la communauté. Mais alors justement, là, on sait par exemple que justement cette affaire de dépendance mentale, un peu il faut d'abord décoloniser les mentalités comme certains l'ont dit, par exemple la natte des autres, Kizerbo et d'autres, chez Anta Diop et d'autres, ont toujours dit effectivement il faut d'abord penser par soi-même. Et effectivement quand Serigne Touba, avant les Césaires, avant les Senghor, a dit que ce n'est pas la couleur de la peau qui est importante, mais c'est l'intelligence, c'est la foi, etc. Donc déjà, je pense qu'il mettait en place un nouveau Sénégalais qui doit penser par lui-même et ne pas dire c'est le blanc qui a l'apanage de la pensée, etc. Donc, je pense que c'est déjà un levier intéressant. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur l'expérience de Serigne Touba pour nous inspirer dans la question de la gouvernance? Vous avez donné l'exemple des castes. Je pense qu'il y a d'autres dimensions de la gouvernance que vous voulez peut-être explorer. Oui. Prenons simplement, je pense, un élément important, c'est la lettre qu'il a adressée à Samba Laobé, Damel du Cayor, qui avait sollicité ses conseils. Dans cette lettre, quand on lit cette lettre-là, on se rend compte de toute la vision, de toute la philosophie du cheikh en matière de gestion du pouvoir. D'abord, il commence la lettre par poser et rappeler le principe de l'alternance, en disant « Sache que ce pouvoir que tu as aujourd'hui entre les mains, mais il avait été entre les mains d'autres avant toi, et un jour il sortira de tes mains pour aller à d'autres mains. » Donc ce principe de l'alternance, Serigne Touba le rappelle. Ensuite, Serigne Touba... Et donc un appel à l'humilité par rapport mais à l'humilité. Avec ces questions de mandat là où mais justement, je pense qu'on doit revenir à ça. Mais justement, à sortir de la tête des dirigeants l'idée d'une infinitude du pouvoir. Non, tout pouvoir est limité dans le temps et dans la puissance, si ce n'est le pouvoir de Dieu. Donc, effectivement, dans cette Afrique où on s'accroche au pouvoir, on cherche à y arriver par tout moyen, on s'y accroche par tout moyen, je pense que ce rappel du cheikh est fondamental. Mais c'est fondamental, bien sûr. Mais qu'est-ce qui explique que ce rappel du cheikh, si c'était fait par Montesquieu, par Saint-Just, etc., ça aurait plus d'aura au niveau des intellectuels que ce que le cheikh a fait, mais justement, a écrit. Justement parce que nous méconnaissons. Il y a beaucoup de choses dans notre histoire, dans nos communautés, donc qui nous échappent. Et c'est pour ça qu'il faut développer la recherche autour de ces questions. Vous en avez parlé la dernière fois, que cette question de l'éducation, de la culture, il faut d'abord qu'on apprenne à se redécouvrir. C'est ça, c'est fondamental. Il y a un écran quelque part entre nous et notre passé et notre identité. Tout à fait. Et Cheikh Ahmadou Bamba, il a brisé justement un plafond de verre. Parce qu'on ne pouvait pas penser qu'un noir, donc esselé dans son combat, avec sa plume, son encre et sa foi, donc pouvait venir à bout de la puissance coloniale. Et qui n'était pas impressionné par la logistique occidentale. Non, pas du tout. N'est-ce pas, leur canon et tout ça là, parce que techniquement quand même c'est assez impressionnant. Pas du Mais tout. Quelque part, de ce que je connais du marabout de Cheikh Bamba, il n'était pas impressionné par ça. Non, il n'était pas impressionné parce qu'il était, parce qu'il avait la véritable puissance qui était l'immatériel. Eux, ils étaient dans le matériel. Ce n'est qu'une puissance factice, illusoire. Et je pense que sa victoire sur le colon l'a montré. Mais surtout, Cheikh Ahmadou Bamba a aussi montré que, justement, ce n'est pas parce qu'on était noir qu'on ne pouvait pas accéder à une certaine préséance divine. Sa proximité à Dieu, je pense que beaucoup le lui envient. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus encore de la lettre de Samba Laobé? C'est ça, sur la lettre de Samba Laobé, il y développe aussi le principe de l'empathie, cette valeur, en disant au roi, mais traitez vos adversaires de la meilleure manière qui soit. Parce qu'il y a des jours
qui vous seront favorables et tu pourras les dominer, etc. Mais rappelle-toi aussi qu'un jour leur sera favorable. Et par conséquent, il faut les traiter comme tu voudrais qu'ils te traitent si jamais tu étais dans le mauvais jour. Je pense que ça, c'est fondamental. Un autre élément fondamental dans cette lettre-là... Moi, je comprends par là qu'il propose une éthique de l'adversaire, pas une éthique de l'ennemi. Mais c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, le plus grand problème dans nos démocraties, c'est qu'il y a une confrontation frontale, violente, entre l'opposition et le pouvoir, oui, et où tous les coups sont presque permis. Oui. Or, justement, il appelle à l'empathie, c'est-à-dire que l'on se respecte dans l'adversité et que cette adversité soit juste basée sur l'intérêt général, pas sur des considérations crypto-personnelles, etc., mais surtout que cette adversité soit dénuée de toute férocité. On reviendra certainement, Inch'Allah, je pense que vous allez me l'accorder, sur cette question, surtout sur cette lettre aussi adressée à Samba Laobé. Mais puisqu'il nous reste quelques minutes, et je tenais vraiment aussi à commencer déjà cette discussion avec vous, puisque là vraiment on est mieux orienté, on a mieux compris que la crise de la gouvernance, c'est pas de la cosmétique, c'est pas de la spéculation. Vous avez donné des éléments intéressants et on a un peu discuté aussi de comment est-ce que l'œuvre de Serigne Touba peut nous inspirer. Mais alors, en termes de perspective, je pense que est-ce que c'est pas trop facile de considérer qu'on peut mettre en œuvre un modèle alternatif par rapport au modèle dominant? C'est le modèle libéral qui a de l'argent, n'est-ce pas, qui met en place des lobbies, des logiques financières, des logiques économiques, géopolitiques. Est-ce que ça va être facile? Est-ce qu'au niveau de vos réflexions, vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne va pas être facile, mais quand même au moins que peut-être vous avez des pistes pour que vous et les générations qui vont venir, vos jeunes frères et vos jeunes sœurs, puissent dire on va continuer ce travail? Ce qui est constat, c'est que l'élévation spirituelle, tant prônée par Cheikh Ahmadou Bamba, c'est cette élévation spirituelle qui permettra de faire face à justement ce capitalisme inhumain, hideux, dont vous venez de parler, et qui nous place dans des situations, dans des impasses pas possibles. Alors, mais en termes de perspective, je crois que, encore une fois, c'est de développer une meilleure connaissance de ces choses dont nous sommes en train de parler. Pourquoi pas mettre en place un groupe interdisciplinaire de recherche sur ces questions de gouvernance et de légitimité. Parce que aujourd'hui, le Magal nous donne l'occasion de parler de Cheikh Ahmadou Bamba, mais il est évident qu'il y a d'autres légitimités religieuses traditionnelles dans le pays et en Afrique de façon générale qui pourraient donc nous inspirer. Il faut qu'on fasse cet élément, ce travail de recherche, et c'est l'État qui a le plus intérêt. Parce que c'est sa légitimité qui est en cause. Je peux témoigner que les communautés religieuses au Sénégal font un travail extraordinaire dans ce sens. Parce qu'à chaque Magal, à chaque Gamou, les comités d'organisation organisent des réflexions sur leur contribution à des enjeux, à des défis de gouvernance, à des politiques publiques. Mais on ne sent pas la même disposition du côté de l'État. Or, il faudrait qu'on puisse avoir cet intérêt-là de l'État et travailler dans ce sens. Mais voilà, je pense qu'on va conclure avec ça. Cette méfiance-là, justement, qu'il faut régler. Parce que, comme vous le dites, il y a un travail de réflexion qui est en train d'être fait, mais on sent toujours un État frileux qui se méfie des communautés, qui se méfie du local, parce que simplement, les gens qui sont au niveau de l'État, qui détiennent le pouvoir, ne sont pas encore sortis de ce paradigme de l'État-nation colonial, hérité du colonialisme. Donc il faudra être patient, être pédagogue et continuer à les sensibiliser. Alors je vous souhaite un plein succès dans cette piste de réflexion qui de toute façon est incontournable et il faut qu'on y travaille tous ensemble. Fallou Mbacké Cissé, je vous remercie encore d'avoir accepté de revenir pour encore verser votre réflexion
n'est-ce pas, au niveau de l'opinion concernant cette question de la refondation de la gouvernance en Afrique, au Sénégal en particulier, avec, n'est-ce pas, l'inspiration qui peut nous venir de l'œuvre de Serigne Touba. Je vous remercie beaucoup. Merci. À bientôt pour un autre numéro de En prélude au Magal de Touba.